Je ne sais pas combien de vidéos j'ai filmé dans cette robe en réalité, parce que je la porte très souvent, je l'adore en fait. Je l'ai depuis 2020, ça fait 4 ans que je l'ai. Je l'avais achetée pour un mariage à l'époque, Claudia, si tu passes par là, coucou. C'est à ton mariage que je l'ai portée pour la première fois, et je me souviens m'être dit, ça va être une robe, ça coûte un peu de sous, c'est une robe qui coûtait, je sais plus, 200 ou 300 euros, enfin une somme assez importante on va dire, et qui va bien pour un mariage, mais où tu te dis, bon, si je la porte qu'une fois, franchement, flemme. Et en fait, je la porte tout le temps, donc c'est probablement l'un des meilleurs investissements de ma vie. Et en fait, sachez que je la porte à l'envers. En fait, ça, normalement, les boutons, tout ça, là, c'est dans le dos. Et en fait, ça, c'est le devant. Et normalement, c'est censé être un dos ouvert, sauf que je trouve que c'est beaucoup plus beau en décolleté, donc je la porte à l'envers. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la couleur est incroyable. Moi, là, le problème, c'est qu'elle commence à vraiment s'abîmer. Et je suis dégoûtée parce que je l'adore, sauf que je la porte tellement et depuis tellement longtemps qu'en fait, au bout d'un moment, les vêtements s'abîment et ça fait 4 ans. Et je trouve ça trop triste que les vêtements durent que 4 ans. Parce qu'honnêtement, ça, c'est une robe que j'aimerais pouvoir porter 10, 15, 20 ans. Voilà, elle est trop confortable, elle accepte les quelques kilos en plus, en moins, elle va toujours. Donc c'est quand même assez chouette, hein, voilà. Donc là, je viens de vous faire un petit monologue tout à fait inutile. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de cette question des gossips, des ragots, du blabla, des potins notamment entre femmes, de tout ce qui est un peu les discussions, les commérages, voilà, tous ces trucs-là. J'ai envie de parler de ce sujet, c'est un sujet que je vois très peu abordé sur les réseaux, je crois pas avoir vu de vidéo encore à ce sujet-là. Et j'ai envie notamment de l'aborder parce que je fais partie de ces personnes complètement fans de la série Bridgerton que j'ai saigné. Alors, je l'ai pas découverte tout de suite au moment où elle est sortie, je l'ai découverte peut-être 6 mois après sa sortie, la première saison. Mais j'ai attendu de pied ferme la seconde saison et de pied ferme la troisième saison. Et là, j'étais au mois de juin complètement dingue, entre mai et juin, où j'attendais les deux parties. Ils nous ont fait un truc de malade là, à nous couper les deux parties. Mais enfin, voilà, bon, quelque part ça m'a arrangé parce que moi j'étais en pleine période d'examen, c'est pour ça que j'ai pas posté et j'aurais aimé mieux l'anticiper, pouvoir vous prévenir, je l'avais un peu fait aux précédents examens en janvier et en avril, et là j'ai pas réussi à vous prévenir parce que je me suis mal organisée tout simplement, donc je vais apprendre, parce qu'en fait c'est vrai que j'ai recommencé les vidéos alors que j'ai repris mes études et j'ai pas encore trouvé mon rythme sur comment m'organiser avec les deux parce que ma première année de licence je faisais plus de vidéos, donc en fait j'ai pas eu besoin de faire cette gymnastique là, donc là il faut que j'apprenne, et là c'était ma deuxième année de licence. Bref, d'ailleurs c'est le sujet de la semaine prochaine si ça vous intéresse, puisque d'ici là j'aurai mes résultats de licence 2 et je vous parlerai de la question de la reprise d'études, de la psychologie, etc. Donc si d'ailleurs vous avez des questions à ce sujet, je vous mettrai un post, un questionnaire ou quoi, pour que vous puissiez me poser vos questions pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à poster vos questions avant vendredi pour que j'ai le temps de filmer la vidéo, de vous la monter et de vous la mettre en ligne. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que la question des potins ? En fait, moi je fais partie de ces personnes qui ont un mal fou à s'autoriser à dire du mal des autres et à s'autoriser à, même dans un cadre privé où la personne en question n'est pas là, même quand la personne a fait des choses qui sont discutables dans ma morale ou dans la morale de mes amis avec qui j'aurais envie d'en parler, j'ai vachement de mal. Le seul endroit où je peux me permettre de cracher mon venin, c'est chez ma psy, donc c'est pour ça que c'est un des endroits hyper salutaires pour moi dans la vie, ne serait-ce que pour cette raison-là. Mais c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire, et encore plus, ça a toujours été le cas, mais ça a été encore plus accentué depuis que j'ai découvert le développement personnel. Et donc je vous parle de ça, moi le développement personnel pour moi c'est 2015, 2016 au maximum, 2017 quand j'ai commencé moi-même mon podcast, Se sentir bien, qui est un podcast autour des questions de développement personnel initialement, et aujourd'hui on parle de développement personnel et de santé mentale. Quand j'ai découvert tout ça, ça s'est encore plus accentué avec des principes du type faire attention à ce que tu dis, parce que ce que tu dis impacte tes pensées, impacte ce que tu incarnes et ce que tu manifestes dans le monde, que si tu dis des choses négatives, ça va te revenir en négatif. Enfin, il y a encore plus une injonction à la positivité quand on est dans les questions de développement personnel que dans la société de manière générale, bien que ça soit déjà le cas dans la société de manière générale. C'est-à-dire que c'est pas super bien vu de dire du mal. Et du coup, j'ai un rapport, si vous voulez, au fait de dire du mal qui est assez compliqué. C'est-à-dire que dès
mon adolescence, je dirais, c'était compliqué de dire que je n'aimais pas quelqu'un à un copain ou à une copine. Et j'ai souvent gardé ça un peu pour moi. Et à chaque fois que ça m'arrivait de le dire parce que ça sortait tout seul ou parce que j'en pleurais ou des choses comme ça, c'était suivi d'une culpabilité. Vraiment intense, de genre mais j'ai pas le droit de penser comme ça, j'ai déshumanisé l'autre personne, elle a sûrement ses raisons, c'est moi qui suis bête, je suis au-dessus de ça. Alors ça c'est avec le développement personnel que ça arrivé, je suis au-dessus de ça, je vaux mieux que ça, j'ai envie de donner quelque chose d'autre dans ce monde, donc j'ai envie de ne pas incarner ces valeurs-là. Et du coup voilà, ça fait un peu boule de neige, ça peut très vite être un espace de torture, en fait, la question des gossips et des potins, etc. Alors, ça va partir un peu dans tous les sens cette vidéo parce qu'au début je voulais super bien la préparer et comme à chaque fois que j'essaye de super bien préparer une vidéo, de la scripter, etc., bah je perds tout intérêt. Donc j'ai décidé de pas faire comme ça, mais l'idée m'est venue de la série Bridgerton parce que alors, il va sûrement y avoir des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu la série, bah peut-être ne regardez pas ça. Si vous n'avez pas vu la série, vous souhaitez pas la regarder, vous n'allez pas manquer des informations parce que vous ne l'avez pas vue. Vous allez quand même comprendre ce que je dis là, puisque je vais l'expliquer, donc ne vous en faites pas. Si vous n'êtes pas fan et que ça vous intéresse pas, ça ne va pas vous empêcher de comprendre la vidéo. Mais en gros, c'est une série qui se passe au début du 19e, donc je crois qu'on est en 1810 quand la série commence, et ça va jusqu'à 1820, quelque chose comme ça, 1811 il me semble, la première saison. Donc on est en Angleterre et voilà, donc on est dans la bourgeoisie, on est même dans la haute bourgeoisie puisqu'on parle des personnes qui ont un titre, hein, un comte, vicomte, baron, tous ces trucs-là. On est dans un contexte où en fait la position des femmes dans la société est hyper compliquée parce que en tant que femme on peut pas gagner sa vie dans ces sociétés, dans ces strates de la société-là. Bon, c'est le cas dans toutes les strates de la société, hein, mais dans ces strates de la société-là, la façon de s'assurer un avenir, bah, c'est de se marier en fait. C'est de se marier avec un homme qui a suffisamment, qui a un titre, qui a de l'argent, qui a des terres, qui a du pouvoir pour espérer soi-même pouvoir avoir un toit, de quoi manger, garder un statut social, ne pas faire honte à sa famille. Il y a tout un enjeu autour de se marier suffisamment jeune, enfin bref, voilà. Tout ça est amené dans une ambiance hyper fun qui moi me fait mourir de rire. Marina Rollman le décrivait d'une manière qui est bien meilleure que moi, donc je vais peut-être vous mettre l'extrait. Pour les gens qui ne voient pas Bridgerton, c'est en gros une telenovela qui se passe au début du 19e en Angleterre. Il est question de désir, de secret, de trahison, de lettres anonymes, dans une image à la colorimétrie à mi-chemin entre les filles d'à côté et un mauvais filtre Instagram. Le tout sur une bande originale composée uniquement de covers kitsch, de gros tubes pop, faits par un orchestre de chambre. Vous ajoutez à ça des perruques insensées et des menuets et vous comprenez pourquoi, à défaut de faire avancer le schmilblick, ça peut faire du bien. Ouais. Mais en gros, c'est vraiment détente, et c'est aussi ça, j'avais envie aujourd'hui de toute façon de faire une vidéo un peu détente, parce qu'au moment où j'enregistre ça, nous sommes au deuxième tour des élections législatives, et j'avoue que ce soir, je pense au moment où je publierai cette vidéo, il y aura un peu de lourdeur sur les réseaux sociaux, donc voilà, je suis là pour vous apporter un peu de légèreté, dans la mesure du possible, hein, parce que je reste moi-même. Petit aparté d'ailleurs au passage, est-ce qu'on peut se dire aussi que c'était trop bien d'avoir Nicolas Cockman, désolée, j'arriverai jamais à prononcer correctement son nom, mais l'actrice qui joue Penelope Bridgerton, du coup, voilà, petit spoiler, qui joue donc plutôt Penelope Featherington, voilà. Est-ce que c'était pas genre trop bien d'avoir une actrice qui n'a pas un corps conventionnel, qui n'a pas un corps dans les standards de beauté, en tant qu'actrice principale dans une série et dans l'intrigue amoureuse principale? Est-ce que c'était pas genre trop bien de voir une femme grosse pouvoir tomber amoureuse et être heureuse et choper le meilleur mec de la cour? Est-ce que c'était pas genre trop bien? Moi ça m'a fait joie. Je pense que si j'avais vu cette série quand j'avais 15, 16 ou 17 ans et que je m'étais vue et que je m'étais remarquée en train de la trouver magnifique, ça aurait changé mais tellement de choses dans ma vision et dans mon rapport à mon corps. Et est-ce que c'était pas trop bien d'avoir les réponses qu'elle avait aux questions qu'on lui posait à ce sujet, et aussi combien ça a choqué tout le monde que on ait un couple qui ne soit pas de même corpulence, alors que pendant des décennies dans les séries et dans les films on avait des couples où c'était l'homme qui était en surpoids, qui avait un gros bide, ou qui était de toute évidence en obésité, et la femme qui était mince, et ça a jamais choqué personne. Mais là d'un seul coup c'est l'inverse, et du coup ça choque tout le monde, et c'était trop bien de voir combien eux, les acteurs et les personnes qui sont interviewées et les personnes qui ont participé à la série en font un non-sujet. En fait, le poids de Pénélope, c'est pas un sujet dans la série, en fait, on n'en parle pas, enfin c'est juste Pénélope qui devient femme et qui a changé
entre la petite fille qu'elle était et la femme qu'elle est devenue, mais ça n'a rien à voir avec son poids n'est... Enfin, elle a pas changé de poids entre les deux, c'est pas ça qui a fait sa transformation, genre elle a pas glow up en maigrissant par exemple. Ça, putain, merci les gars, quoi, ne pas l'avoir fait glow up en maigrissant, ça a fait trop du bien, et de voir qu'en fait elle est magnifique, et qu'elle a fait des scènes où on voit son corps, des scènes nues, là aussi petit spoiler, pardon, et je trouve ça trop cool, en fait, je trouve ça trop bien que ça soit sur nos écrans, il était temps, j'ai envie de dire. Dans cette série, pourquoi ça a un rapport avec les gossips, avec les ragots, avec les potins, etc. C'est qu'en fait, la ligne directrice de cette série se fait autour d'un journal, un journal qui est écrit par une femme et qui s'appelle... C'est pour ça qu'en français, je crois que le titre, c'est Les Chroniques de Bridgerton, puisqu'en fait, il y a une chronique qui sort tous les jours, ou pas exactement, on n'est pas très très au fait, parce qu'on a l'impression que ça sort tous les jours, mais ça sort pas vraiment tous les jours. Mais en gros, il y a une femme qui écrit tous les potins qu'elle voit dans la bourgeoisie et dans les soirées mondaines et voilà, et qui couche avec qui se marie avec qui a des vues sur qui, et puis la reine qui a dit ci, qui a dit là, bref c'est du potin comme on l'aime, du potin pur et dur, elle défait les réputations dans ce journal, elle obtient pas mal de pouvoir, et il y a d'ailleurs tout un truc hyper intéressant dans cette série autour du fait que bah voilà, on a une femme qui gagne de l'argent et qui se crée un statut et qui gagne en pouvoir dans une société où, en fait, en tant que femme, c'est pas quelque chose qui arrive. Donc en fait, il y a aussi tout un truc un peu féministe dans la ligne directrice et la ligne éditoriale de la série. Voilà, je sais que c'est basé sur un ensemble de bouquins que j'ai prévu de lire cet été, donc je les lirai et je vous en parlerai peut-être à l'occasion si ça vous intéresse. Mais voilà, bref, moi en soi j'adore pour le côté léger, j'aime beaucoup la façon dont c'est ficelé aussi, dans la façon dont c'est discuté, et je trouve que ça soulève cette question de la place du potin, parce qu'en fait il y a notamment dans la troisième saison, donc celle qui est sortie là, donc ça fait depuis la deuxième saison qu'on sait qui est l'identité de la personne qui écrit le journal, parce qu'il y a aussi eu tout un truc autour de mais c'est qui cette femme qui écrit. Nous en tant que spectateurs on le sait depuis la saison 2, et là dans la saison 3 il y a toute la cour qui le sait, en fait, qui l'apprend. Et il y a tout un truc autour de la honte d'être la personne qui parle de choses futiles, qui parle de choses un peu mondaines, un peu superficielles. Et en fait, aussi derrière l'admiration que ce soit une femme qui ait finalement pris sa vie en main et son destin en main, qui finalement, une femme avec des trucs de femme, en gros, une nénette qui fait des trucs de gonzesse, bah en fait, elle a réussi à faire sa place dans cette société-là. Et en fait, on se rend compte que derrière, il y a une posture féministe et d'empouvoirment qui est juste hyper intéressante. Voilà, sachant qu'on remet ça dans son contexte, évidemment, on est en 1810 et des bananes dans l'Angleterre bourgeoise, donc c'est pas du tout... Enfin, les standards de ce qu'est le féminisme et ce qu'est n'est pas le féminisme ne sont pas les mêmes que dans notre société à nous actuelle, évidemment, mais c'est un fort pas, en fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a tout un truc qui dit voilà, cette femme devrait avoir honte parce qu'elle a dit des choses méchantes, elle a dit des choses qu'elle a vues alors qui sont perçues comme méchantes mais qui étaient frontales, qui étaient voilà, j'ai vu ça, j'en pense ça, voilà mon opinion est négative et je la dis quoi. Et en fait il y a tout un truc de honte autour de ça qui est hyper intéressant et qui pour moi montre bien tout ce qu'on se dit dans cette société de en fait c'est pas bien de dire du mal en fait, et c'est pas bien de parler de sujets qui sont futiles. Et moi, je m'identifie à quelqu'un d'assez intello, j'évolue dans des sphères un peu intellectuelles de gauche, dans Paris, enfin, vous voyez un peu, c'est pas le monde duquel je suis originaire, moi, ma mère, elle est artisan, commerçant, dans une petite ville de province, enfin, c'est pas du tout et j'ai grandi en HLM, donc c'est pas du tout le monde d'où je viens, mais c'est le monde dans lequel j'évolue aujourd'hui, et il y a quand même ce truc très moral de, genre, faut pas s'intéresser à des sujets futiles, faut pas en parler, et moi, je vois que j'ai certaines hontes par rapport à ça, genre par exemple j'adore la mode, je suis fan de mode et en fait je regarde des choses au sujet de la mode, je suis les sorties des sacs de luxe, j'adore regarder ça en fait, ça m'intéresse parce que je sais pas, je suis touchée par l'art, je suis touchée par ce qu'il y a derrière, je suis touchée par le côté juste esthétique, le fait de rechercher des choses avec la matière, avec les couleurs, le fait que je suis fascinée aussi par l'effet social que ça a, le fait qu'il y a certains sacs qui percent, d'autres pas, certaines tenues qui font parler, d'autres pas, et je vois la futilité, je vois combien
combien c'est pas bon pour l'écologie, combien c'est superficiel, combien c'est juste dans le paraître, combien c'est des stars, et juste des stars qui s'intéressent à tout ça, mais moi, il n'empêche que à chaque Met Gala, je suis sur Instagram ou sur YouTube en train de regarder les gens qui font des chroniques à propos des tenues qui ont été portées, quoi. Parce que, enfin, si ça se trouve, ce que je vous dis, c'est du chinois, hein. Je pense qu'il y a une grande partie d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est. Je suis très contente, moi, depuis qu'il y a Léna Situation qui parle de ces sujets-là, parce que du coup, il y a plus de contenu en français. Et c'est trop bien. Donc voilà, vous voyez, là on parle de sujets qui sont superficiels, de sujets dont j'ai honte la plupart du temps de m'y intéresser, en fait. Et je crois que dans cette vidéo, ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, il y a une utilité, il y a des raisons au fait d'avoir des ragots, au fait d'avoir des sujets comme ça un peu superficiels et des potins qui sont là dans nos réalités de vie. Et en fait, que l'idée, ça serait d'arrêter de diaboliser ce truc-là. C'est-à-dire que moi, si je m'écoutais, si j'étais juste dans l'espèce d'injonction que j'ai à faire des trucs intelligents, lire que des choses intelligentes, déjà, je renierais toute une partie de ma culture. Et donc déjà, en s'autorisant pas à tout un pan de centre d'intérêt, on est juste dans de l'élitisme. J'assume le fait que j'ai une partie de moi qui est élitiste, mais c'est pas ce que j'ai envie d'incarner dans toute mon entièreté, et j'ai pas envie de m'auto-flageller quand je m'intéresse à des sujets qui sont moins importants, que je suis pas en train de m'intéresser à l'écologie, que je suis pas en train de m'intéresser à la politique, que je suis pas en train de m'intéresser à l'économie mondiale, ou à la science. J'ai pas envie de m'en vouloir, j'ai envie de laisser ça exister et d'en comprendre ce qu'il y a derrière, d'en comprendre les enjeux et de moi-même m'accepter à cet endroit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je disais ça parce que je me suis questionnée sur, ok, pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça en tant qu'être humain et particulièrement en tant que femme, de se réunir autour de ragots, autour de potins? Déjà, c'est pas un truc purement féminin, c'est le stéréotype qu'on en a, mais en fait, à la base, les gossips, donc en anglais, gossip, ça vient de... J'allais faire un espèce de vieux jeu de mots, genre zip, comme boire du thé et spill the tea. Non, c'est pas ça l'étymologie, mais ça vient de Godfather and Godmother, qui sont donc en français les parrains-marraines de vos enfants, qui sont en fait les personnes qui sont les plus proches de vous et dont vous avez le plus de proximité et d'intimité et à qui vous faites confiance et à qui vous dites tout, vous partagez tout. Donc à la base c'est quelque chose qu'on fait, à la base le mot il vient du fait de se partager tout et de créer de l'intimité avec des gens en leur partageant ce qu'on pense. En français, le mot potin, il a débarqué plutôt à l'époque de Bridgerton, justement, donc au début du 19e. C'est un mot qui est rentré dans le langage courant, et au départ, c'était pour tout le monde, mais en fait, ça a été diabolisé pour les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, il est considéré, aujourd'hui, dans notre espèce de culture à nous, et notre vision un peu globale, genre premier degré du monde, quand on parle de mecs qui se racontent des trucs, et qui parlent et qui créent de l'intimité, on se dit, c'est du réseautage, c'est pour partager de l'information utile, c'est comme ça que les gens transmettent l'information. Par contre, quand on parle de femmes qui font la même chose, on est plutôt sur quelque chose de perçu négativement. Genre, c'est pour dévaloriser, pour faire baisser la réputation, c'est pour pleurnicher, c'est pour faire du mal, c'est pour être mesquin et puis trouver des stratégies pour piéger les hommes. Vous voyez, il y a un truc un peu vu comme négatif. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose dont on a besoin parce que ça a plusieurs rôles en fait dans la structure de la société et ça a plusieurs rôles sociaux en fait dans la cohésion de groupe. La première chose c'est que ça sert déjà effectivement à partager l'information, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait que par le bouche à oreille, on ne sait que parce qu'on se parle. Et ça permet de transmettre de l'information. Évidemment, aujourd'hui, on a plein de moyens de communication, mais il faut voir que pendant très longtemps, à part le bouche à oreille, il n'y avait pas grand-chose pour savoir ce qui se passait, savoir ce qui se passait à l'autre bout du monde, ou même juste à l'autre bout du village, en fait. Et avoir des informations comme, j'en sais rien, la voisine, elle est malade, et que du coup, je sais pas, on pourrait peut-être aller l'aider, passer la voir, mettre un petit mot, enfin, juste déjà rien que ça, en fait. La parole, c'est déjà un véhicule d'information. Ça, c'est un truc qu'on oublie assez souvent. Ensuite, c'est un deuxième rôle qui est un rôle de co-régulation. C'est-à-dire que quand on parle
à quelqu'un d'autre, quand on parle à un autre humain, et en particulier des choses qui nous ont touchés, donc des choses qui sont négatives pour nous, des choses qui peuvent peut-être être accusatrices vis-à-vis d'autres êtres humains, etc., ou du monde qui nous entoure, et ben en fait, en faisant ça, en parlant comme ça vient, sans essayer d'être intellectuel, sans essayer de dire des choses sourcées, de faire un grand oral, de présenter comme on parlerait à des collègues au boulot, sans peser ses mots, en fait, en faisant ça, on fait de la co-régulation. C'est-à-dire qu'on va se réguler émotionnellement, on va s'apaiser, sortir d'une anxiété et rentrer en lien avec l'autre en fait. Et en tant qu'être humain, on a besoin de ça. On a besoin de moyens de co-réguler. On ne peut pas s'en passer en fait. Si on ne le fait pas, on finit par être anxieux. Alors on l'est peut-être déjà indépendamment du fait qu'on ait la possibilité de réguler, mais c'est sûr que si on ne régule pas avec d'autres êtres humains, on va avoir d'autant plus de chances de faire monter de l'anxiété. Et de rester avec ça, en fait. De juste pas avoir l'opportunité de laisser sortir le truc. Il y a aussi un troisième intérêt à faire ça, c'est une question de protection. En fait, dans les sociétés, et c'était d'autant plus vrai à l'époque de Bridgerton, mais c'est le cas aussi aujourd'hui, en fait, parler des potins, parler des qu'en dira-t-on, des choses qui se disent un peu en dessous dans les familles, sans que ce soit forcément vérifié, etc. Ça a un intérêt aussi pour se protéger et se protéger des dangers interpersonnels. Le fait de parler des autres, de parler de la famille, de parler des amis, de parler des collègues de boulot, ça a aussi une dimension préventive, ça a aussi une dimension de protection. En fait, on le voit assez bien dans Bridgerton qu'en fait tout le monde a peur de ça, tout le monde sait que si on parle de nous, on peut être ostracisé. On sait que voilà, il faut pas faire un faux pas parce que sinon ça va se savoir, ça va se dire et on va être puni socialement pour ça. Et en fait c'est utile, mais même encore aujourd'hui en fait, c'est utile de savoir que le grand-oncle Gérard, il a un comportement un peu chelou avec les enfants et avec les femmes de la famille, vous voyez ? Ça a un rôle de protection en fait de savoir ça. La question c'est est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que c'est vrai 100% du temps, et c'est pas le sujet en fait. C'est pas le sujet du potin, c'est pas le sujet du ragot, c'est pas le rôle en fait. Le rôle c'est de pouvoir créer des liens, pouvoir se protéger mutuellement dans la communauté, pouvoir co-réguler, et ça a une finalité en soi en fait. Et c'est ça que j'avais du mal à voir personnellement quand, par le passé, j'ai pu me dire je peux pas dire ça parce que bon, c'est faire sortir mon chacal, comme on dirait en CNV, et c'est pas bien parce que de dire que bidule, il m'a saoulé parce que truc muche machin. Et en fait, en faisant ça, je me prive de cette co-régulation. Je me prive du fait de exprimer, du fait de créer du lien aussi, créer des liens de confiance avec les autres. Et peut-être de savoir que, en fait, et j'ai pas de nom, ma pote Émilie. Ma pote Émilie, en fait, elle aussi, machin truc, Sylvain, il lui a fait des crasses en fait. Et elle aussi, ça lui est arrivé qu'il lui parle comme ça. Et elle aussi, elle a trouvé qu'il manquait de tact et peut-être qu'elle a plus confiance en cette personne. Et en fait, ça va être utile de le savoir. Vous voyez, ça a un rôle de protection. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que le patriarcat, si on peut dire ça comme ça, a un peu dévalorisé justement ces communautés de femmes qui parlent entre elles en disant voilà, c'est futile, c'est des gonzesses qui parlent, en gros, des potins, c'est vraiment nul. Alors que les hommes qui font ça au cigare, vous voyez, ça c'est bien, ça c'est du réseautage, ils parlent d'affaires, ils parlent de choses importantes. En fait, c'était parce que ça leur plaisait pas trop que les femmes parlent entre elles, en fait. Et que les femmes parlent entre elles, d'eux, effectivement, et des dangers, et se soutiennent, et tout ça. Moi, ce que j'aime bien, quand j'ai un doute comme ça sur un sujet, c'est toujours de me poser la question de quelle est mon intention, pourquoi je fais ça. Quand je prends mon téléphone et que je fais un vocal de 20 minutes à une copine sur ce qui s'est passé pendant un date, par exemple, est-ce que je le fais dans un but de nuire ? Est-ce que je le fais dans un but de manipuler ? Est-ce que je le fais dans un but de intentionnellement créer quelque chose de négatif ou quelque chose à mon avantage. Si à ce moment-là, pour moi, ça a plutôt un but de connecter avec mon amie, continuer à me sentir proche d'elle, de réguler aussi, de co-réguler sur un truc où en fait j'ai été agacée, où en fait ça s'est pas bien passé, ou juste j'ai envie de partager mon enthousiasme, là les choses sont très différentes. Et je trouve que c'est important de se laisser cet espace-là et de se laisser le droit de parler en fait. Et après il y a l'art, la manière, l'endroit, et c'est important d'avoir le droit de juste créer de l'intimité avec des personnes, des endroits où en fait
on ne parle pas de la même manière qu'on parlerait en public, de pas vouloir absolument que son niveau de langage et la nature de ce dont on parle soit la même dans le privé que dans le public. On ne parle pas de la même manière à nos amis proches où on a le droit de dire des trucs qu'on pourra ne pas penser 2 minutes plus tard, qui seront peut-être dites de façon violente à propos d'une personne qui est pas là, plutôt que de la manière dont on parlerait si cette personne était là et si on avait envie de rentrer en lien avec elle. Vous voyez. Donc voilà, moi ce que je voulais dire avec cette vidéo, c'était en gros, autorisez-vous à avoir ces espaces de régulation, ces espaces de connexion avec d'autres êtres humains, et enfin voilà, si vous le souhaitez évidemment, et que tout ragot, tout gossip n'est pas forcément négatif. Si vous n'êtes pas dans une dynamique de vous êtes en train d'essayer de tuer la réputation de quelqu'un, de dire des choses fausses volontairement pour lui nuire, si c'est pas ça qui est en train de se passer, et si en fait vous êtes en train de parler pour vous, pour que ça vous fasse du bien, et que vous n'êtes pas en train de nuire activement à l'autre, alors c'est ok en fait d'avoir, je déteste cette expression, alors c'est pas un problème je le dis tout le temps mais c'est insupportable quand je m'entends le dire, ça me rend dingue. Donc c'est pas un problème de le faire en fait, et vous avez le droit à ça, vous avez le droit à cette intimité-là, et vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous pensez parfois des choses négatives à propos d'autres êtres humains qui ont certainement toutes leurs raisons, qui ne sont pas des mauvaises personnes non plus. Enfin, ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais que d'avoir des émotions désagréables et d'avoir besoin de les exprimer, et parfois de ventiler. Moi j'appelle ça ventiler quand je fais des vocaux à mes copines où je leur raconte « Ouais, machin, il m'a saoulé parce qu'il a fait ci, il a fait ça ». Voilà, ça fait juste du bien et c'est normal et c'est un besoin humain. Donc ne laissez personne vous dire que vous ne devriez pas faire ça. Et j'ai envie de dire, petit red flag dans une relation amoureuse, que j'aurais pu mettre dans ma vidéo des red flags, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le mettre là. Mais un homme qui vous dit, par contre, tu parles pas de moi à tes copines. Hein. C'est quoi le problème? C'est que mes copines pourraient dire que ce que tu fais, c'est pas normal, que tu me traites pas bien et que je pourrais du coup m'en rendre compte et que ça pourrait me protéger que d'avoir des amis proches qui me permettent d'avoir du recul sur les situations. Ça va pas se passer comme ça. Vous avez le droit d'avoir quelques personnes proches à qui vous dites des choses. Et vous avez le droit aussi de pas le faire si vous vous sentez pas en sécurité. Évidemment, c'est l'une des conditions sine qua non pour se sentir en sécurité. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous avez le droit d'avoir le jardin secret. Bref, je suis en train de parler en vous, mais évidemment, quand je m'adresse à vous, je m'adresse à moi aussi au passage. Et voilà, pour cette vidéo, c'était un bordel sans nom. Je vous ai pas trop parlé de Bridgerton finalement. Mais voilà, ça fera du clic, hein, on n'a qu'à dire que c'était pour le buzz. Mais on pourra se parler de Bridgerton si vous voulez dans une vidéo dédiée. Mais en même temps, je sais même pas trop ce que j'aurais à en dire, à part que j'ai aimé la série et que j'ai hâte de la suite. Voilà, j'ai hâte de lire les livres et de vous dire ce que j'en ai pensé, enfin de le mentionner en tout cas à celles et ceux qui ont envie, hein, peut-être sur Insta et tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs si vous n'y êtes pas déjà. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour parler des études de psycho. Si vous avez envie de me poser des questions à ce sujet, n'hésitez pas à utiliser le questionnaire qui est en dessous de la vidéo pour que je puisse accéder à vos questions et y répondre la prochaine fois. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et cette fois-ci je vous dis vraiment un dimanche prochain parce que je n'ai pas d'examen donc je serai là dimanche prochain. Et voilà, à très vite, ciao ciao.